Le goût d'entreprendre. Une émission proposée par Paul Barraud en partenariat avec la Caisse d'épargne, la banque des entreprises et des professionnels de Midi-Pyrénées. Notre invité s'appelle Julien Leclerc. Il a 30 ans et dirige depuis 2011 sa propre agence de communication Compress. Avec témoignages et un certain humour, il balaye aussi beaucoup d'idées reçues sur les patrons de PME dans un premier livre. Et selon son titre, Julien Leclerc est un salaud de patron. On ne voulait pas vous insulter, Julien Leclerc, dans ce titre, parce que c'est exactement le titre que vous avez choisi dans votre premier livre, Salaud de patron. D'abord, bonjour à vous et bienvenue. Bonjour Paul, bonjour à tous. Alors, pour dire qui vous êtes un petit peu, vous êtes donc patron d'une agence de communication qui s'appelle Compress. Elle n'est pas, on va dire, basée dans notre région, mais juste à côté, on va dire presque. Elle est à Astafort, c'est dans le Lot-et-Garonne, mais juste dans la limite du quelques kilomètres du beau département du Gers. Donc, pas la peine de s'attarder sur les fonctions d'une agence de presse, une agence de communication. Je suppose que nos auditeurs sont très conscients de votre quotidien, mais nous allons y venir un peu plus parce qu'elle a une histoire et une organisation tout à fait particulière. Et pour reparler de ce livre, Salaud de patron, c'est un livre que votre tout premier, un essai, à travers une chronique, à travers des anecdotes de votre quotidien, vous balayez un peu des idées reçues, souvent péjoratives, on va dire, sur les patrons de PME, comme vous en êtes un. C'est plutôt assez logique d'en publier un. Il a été publié au Cavalier de l'Orage. Ce livre, nous allons y revenir plus longuement en deuxième partie de cette émission. Tout d'abord, Compress, votre entreprise, c'est un peu l'intégralité de votre carrière, encore jeune, je l'espère pour vous. Pour dire un peu qui vous êtes, Julien Leclerc, vous êtes d'origine parisienne, né à Paris, mais vous avez étudié à Toulouse, vous étiez étudiant en droit, vous êtes licencié de droit à l'université du Capitole, à l'Arsenal. Et en 2002, à l'âge de 19 ans, vous intégrez Compress, qui est en fait, il faut l'avouer, votre entreprise familiale, car elle a été fondée en 1999 par votre mère Marie de la Forêt. Mais le souci, un événement familial difficile, vous donne de nouveaux défis que vous avez réussi à traverser, il faut le dire immédiatement. C'est que votre mère se voit obligée de quitter ses fonctions de directrice en raison d'une maladie grave. Alors nous rassurons nos auditeurs, elle se porte mieux maintenant. Elle a rejoint l'entreprise, mais à l'époque, c'était donc 2010-2011. Elle ne peut plus continuer sa fonction de directrice. Vous étiez directeur adjoint. Et là, elle vous passe le relais. C'est ça, complètement. Et c'était vraiment plus qu'un défi, un challenge, parce qu'il fallait à la fois tenir la barque, rassurer vos 45 salariés derrière vous, mais aussi tous les clients. Et la rassurer elle. Alors racontez-nous un peu comment s'est passée cette passation de relais un peu douloureuse. Alors, elle intervenait déjà dans un contexte un peu particulier, puisque 3 ans avant, la boîte avait failli déposer le bilan, et nous avions réussi à la sauver en faisant tout un tas de choses, dont entre autres une baisse collective des salaires. J'avais géré ce moment-là, et c'était un petit peu ma première prise de fonction managériale. Ça a été de rentrer dans une salle et de demander à 40 personnes de baisser leur salaire de 15%. Donc c'était pas évident. Comment vous l'avez dit ça ? Comment vous avez fait ? Comment on fait ? D'abord, on baisse le sien avant de rentrer dans la salle. C'est important de le dire, c'est comme ça que ça se passe dans la plupart des entreprises. Et puis, on se base sur le fait que ces gens-là ont été traités bien, que leur bonheur était au cœur de nos préoccupations. On sait qu'ils nous savent honnêtes, enfin en tout cas on mise là-dessus et puis on leur explique la situation tout simplement en toute transparence, en prenant nos responsabilités et puis en misant sur le fait qu'ils vont avoir confiance en nous. Donc c'est des moments très compliqués, mais en même temps quand on a fait ça, derrière on peut faire pas mal d'autres choses. Et donc voilà, ça j'avais 26 ans à l'époque. Et puis effectivement en janvier 2011, donc ma mère a eu un cancer du sein et a dû s'arrêter du jour au lendemain de travailler. Et c'était un vrai challenge parce que les clients pouvaient partir, puisque la plupart des contrats clients comportait une clause institut personae, c'est-à-dire que les clients pouvaient partir à partir du moment où... Quand ils le souhaitaient, en fait. Oui, parce que elle était plus dans l'opérationnel. Il a fallu rassurer les salariés qui forcément étaient très inquiets. Il a fallu rassurer ma mère qui était extrêmement inquiète aussi de la pérennité de l'entreprise sans elle. Voilà, et ça a été un vrai challenge pour moi. C'était dur humainement évidemment, mais en même temps, c'est vrai, c'était une opportunité professionnelle très excitante. Et puis ça a été d'autant plus excitant que ça s'est bien passé assez rapidement. Donc voilà.
Alors pour aller au-delà de cet événement, tout simplement le fait, il arrive souvent que des enfants prennent un peu la suite ou accompagnent leurs parents dans leurs entreprises. C'est vraiment l'initiative de votre mère qui vous a donné, vous, votre goût d'entreprendre, votre volonté d'être sur ses traces? Ouais, alors il y a deux passions dans ma vie. Il y a la passion de l'écriture, de la lecture, de la littérature, des jolis mots. J'ai mes deux parents qui sont journalistes de métier, qui ont écrit des livres, qui m'ont transmis ça. Et puis il y a cette passion de l'entrepreneuriat importante. Elle a toujours été pleine de projets, elle a toujours déménagé, j'ai changé 18 fois d'école, j'ai déménagé une vingtaine de fois. J'ai habité dans plein de villes de France. Ça vous a poussé à vous adapter, ça? Ouais, c'est exactement ça, c'est le mot. On s'adapte. Et puis elle-même, elle a un parcours assez particulier. Elle a eu un restaurant, elle a fait de la radio, et puis elle a monté sa boîte derrière. Et c'est vrai que c'est quelque chose, je l'ai vue excitée par ces challenges, je l'ai vue hyper ambitieuse aussi, et en même temps très humaine. Voilà, et tout ça, ça me parle. Et c'est vrai que quand on a le goût de l'entrepreneuriat, on se refait pas. Et donc ce goût, il est dans Compress, qui existe depuis 1999, que vous dirigez depuis 2011. Alors, ce qui est surprenant, c'est qu'on peut se demander, pour les personnes, et je suis sûr qu'un grand nombre d'auditeurs connaît Astafort, c'est juste à côté d'Agen, mais même pour une ville comme Agen, c'est assez surprenant d'avoir sur place une agence de communication. Donc du coup, on suppose que vos clients ne sont pas forcément dans le Lot-et-Garonne ou dans le Gers, en tout cas, ils ne sont pas en Gascogne. Mes clients, ce sont tous les grands groupes médias et ce sont plutôt des grandes entreprises. 90% de mon activité se fait à Paris, effectivement. Je vais vous dire très honnêtement, aujourd'hui, c'est un avantage concurrentiel et on peut le faire. Il y a les outils technologiques qui permettent de bosser à 800 km de ses clients, mais je comprends toujours pas comment elle a réussi à faire ça il y a 15 ans. C'était un pari complètement fou. En quoi c'est un avantage concurrentiel? Mes concurrents sont à Paris. Oui. Je me suis jamais positionné comme une agence plus low cost, donc moins chère. Je me positionne à peu près avec les mêmes tarifs, mais au lieu d'avoir des équipes assez juniors avec un turnover important, donc avec des changements d'équipe importants, c'est une vraie problématique dans les agences de com. Beaucoup de clients reprochent ça aux agences de com. Moi, je peux me payer dans le même modèle économique des gens plus seniors, plus expérimentés, qui ont choisi de quitter Paris, mais qui ont choisi de continuer à faire leur métier aussi, donc ils sont passionnés de leur boulot, et que je peux me payer parce qu'évidemment le salaire à Astafort, c'est pas le salaire parisien. Et ça, c'est un discours que comprennent maintenant tous nos clients. Ça veut dire qu'ils vont avoir des gens investis, des gens seniors, peut-être pas dans l'âge toujours, mais en tout cas dans l'expérience, dans le profil, et puis des gens qui sont fidèles à ma boîte parce qu'ils y sont bien, ils sont heureux. Et que j'ai pas aussi, il faut le dire, j'ai pas honte de le dire, il n'y a pas 36 agences de com dans la rue Tarnac à Astafort. Donc voilà. Outre le fait que l'affection que portent vos collaborateurs et les clients de votre entreprise, cette formation, c'est un petit peu une forme de, j'utilise le mot, mais une forme de délocalisation. C'est ça, on a complètement délocalisé un boulot qui est très urbain. Et vous savez, jusqu'à il y a 4-5 ans, quand on mettait une annonce, c'était un petit peu compliqué. Donc les embauches, c'était plutôt des jolies rencontres épisodiques. Là, aujourd'hui, je mets une annonce, j'ai 80 candidatures en 2 ou 3 jours, ce qui me fait dire, je pense sincèrement qu'il y a de plus en plus de gens en France qui sont prêts à gagner moins, mais pour vivre mieux, qui veulent faire ce pari-là. Donc oui, je suis prêt à faire 30, 40, 50% d'efforts sur mon salaire, mais si mon pouvoir d'achat peut être protégé et si je vis mieux, si je suis respecté dans mon épanouissement, dans ma vie privée, etc. Après, il faut préciser que votre siège est à Astafort, mais à Paris, vous avez quand même un bureau présent dans le 9e arrondissement. Vous avez également un bureau, c'est peut-être un peu surprenant, mais ça, c'est par rapport à l'histoire personnelle de votre mère, un bureau à 7, parce que c'est là où elle se trouve, et comme elle tenait à continuer à s'impliquer dans Compress, elle a ouvert un bureau là où elle réside actuellement. Mais ce qui est intéressant, donc, il y a la relation à distance Astafort-Paris, des agents permanents en cas de besoin pour traiter, je suppose, directement avec le client. Bien sûr. Et au-delà, ce qui marche, ce qui fait votre différence, c'est parce que du coup, la distance, comme vous avez dit, la technologie, on pense le téléphone, mais aussi la web communication, tous ces éléments-là, ça doit être omniprésent dans votre quotidien et vos clients. Mais après, eux, s'ils ont besoin d'une proximité physique, il y a vos collaborateurs. Et après, je suppose que naturellement, comme vous l'avez sous-entendu, c'est pas forcément difficile de convaincre
un communicant parisien à venir s'installer près d'Agen, qui est quand même une belle région aussi. Il y a non, et puis même les clients, vous savez, un des derniers clients un gros client qu'on a décroché, c'est on fait le magazine interne de Coca-Cola Entreprise. C'était assez joli pour moi que Coca vienne faire son mag interne au pays de la bonne bouffe à Astafort. C'était peut-être un peu compliqué, il y avait un espèce de parisianisme il y a quelques années, on nous appelait les éleveurs d'oies, etc. Aujourd'hui c'est complètement rentré dedans et je peux vous dire qu'ils sont très heureux de venir faire leur séminaire sous le regard du foie gras et du magret. En revanche, c'est vrai que par moment il y a besoin pour nos clients d'avoir une présence parisienne, d'abord celle des dirigeants de l'agence, moi je suis à Paris quasiment toutes les semaines, et puis celle de certains salariés. J'ai aussi des salariés qui un jour m'ont dit « Bon écoute Julien, c'est très sympa à Astafort, mais j'aimerais bien peut-être refaire le choix de vie inverse parce que j'étais marié, maintenant je suis célibataire, donc je préfère être à Paris. » Et on essaye de les accompagner dans leur choix de vie. Et donc j'ai quelques salariés à Paris qui sont dispo en cas de nécessité. Si vous voulez, les salariés, au nombre de salariés, je te dis, il y en a 50. C'est un grand groupe, mais ça reste assez restreint, assez convivial dans le cadre d'une PME. Donc c'est ça ce que vous efforcez au quotidien, en plus de travailler avec vos clients. Il y a vraiment, vous portez une attention particulière au bien-être de chacun. Donc si vous le pouvez, vous essayez de réaliser un peu leurs désirs. C'est complètement clé pour moi. Mon premier ennemi, c'est la boule au ventre. Donc je veux que mes salariés soient heureux. C'est-à-dire, expliquez-nous la boule au ventre. C'est le stress. J'arrive au boulot, je suis hyper stressé, je suis malheureux. Je peux pas l'éviter chaque jour. Très souvent, la boule au ventre, elle vient de raisons familiales ou de couple, etc. Mais quand je peux faire quelque chose, je vais aller lutter. Si je vois que j'ai un salarié qui est pas très bien, qui est pas souriant ou qui est pas épanoui, je vais pas le laisser comme ça. On va essayer d'aller le voir ou il va venir nous voir et on va essayer de trouver ce qui va pas. Et si je peux agir, j'agirai. On essaye de mettre. On a un boulot un peu stressant parce que la com, ça bouge tout le temps. On a une taille de PME aussi. On est une PME donc un peu fragile avec peu de visibilité, comme toutes les entreprises en souffrent aujourd'hui. Donc il y a une certaine fragilité liée à notre taille. On doit, à côté de ça, les protéger de tout le reste. Donc essayer de les rendre heureux au travail. Ils en sont d'autant plus investis, reconnaissants et puis meilleurs. Voilà, un salarié heureux est un salarié qui travaille mieux. Donc on essaye de respecter ça et d'en faire une règle clé de l'entreprise. Le goût d'entreprendre, Paul Barraud. Et le goût d'entreprendre aujourd'hui, c'est celui de Julien Leclerc. Il est directeur de l'agence de communication Compresse basée à Astafort mais aussi à Paris. Et il est également l'auteur de Chronique d'un salaud de patron, paru aux éditions Les Cavaliers de l'Orage. Julien Leclerc, pour cette deuxième partie d'émission, justement, ce livre va certainement être central car nous avons habitude dans le goût d'entreprendre d'aborder les questions d'éthique et de valeur de nos invités. Donc vous ne pouvez pas éviter cette thématique-là. Et pour venir débattre sur ces sujets, nous avons reçu encore une fois dans le goût d'entreprendre, et c'est toujours un plaisir, Marie-Christine Monnoyer. Rebonjour Marie-Christine. Bonjour. Pour rappeler qui vous êtes professeure de gestion à l'Université de Toulouse, secrétaire des Semaines sociales à Toulouse également. Et vous avez lu ce livre, Chronique d'un salaud de patron, et en réaction au témoignage que nous venons d'entendre de Julien Leclerc, vous voulez d'abord nous avouer votre surprise par l'enthousiasme de Julien Leclerc. Alors soyons honnêtes, je n'ai pas tout lu. Je l'ai lu comme on lit parfois un petit peu vite certains documents, mais on voit qu'il y a quand même des petits marque-pages sur le livre qui montrent qu'il y a des choses qui m'ont particulièrement frappée. Alors c'est vrai que l'enthousiasme de Julien était patent il y a quelques minutes et surtout, plus qu'un enthousiasme, une reconnaissance d'un certain nombre de chances. Je suis le fils de Marie de la Forêt, qui a été un entrepreneur. Je suis le fils de Monsieur Leclerc, qui m'a donné le goût des mots et des belles lettres. J'ai été étudiant dans une bonne université et finalement, ma mère s'en est sortie. Bon, c'est-à-dire beaucoup de choses positives. Or, quand on lit votre livre, on tombe sur un Français moyen qui râle. Ah non. Ah zut alors.
Non, ce qui est vrai, j'interviens pas mal, je fais un certain nombre de conférences devant des étudiants et je me rends compte que c'est peut-être pas le meilleur moyen de leur donner le goût d'entreprendre. Donc il faut que je vois un peu ça. Je suis quelqu'un de très optimiste, de très amoureux de la vie et très confiant de l'avenir. Et même peut-être beaucoup de gens disent un peu naïf. Donc je suis pas du tout juste. Ça m'aurait dérangé de faire un essai, juste un bouquin pour râler et d'être un de plus. J'ai voulu raconter la vraie vie de patron de façon légère et drôle. J'essaye de faire rire les gens avec, c'est vrai, avec du cynisme, parce que les situations que l'on vit, elles sont très souvent ubuesques. Et c'est vrai, je le reconnais, je me contente simplement de rappeler à la dernière phrase du livre que je fais le plus joli métier du monde, celui de chef d'entreprise. Je le dis peut-être pas trop ailleurs, mais j'essaye que le livre fasse rire plutôt qu'autre chose. Alors si vous voulez, si je réagis comme ça, c'est pour deux raisons. D'abord parce que je ne sais pas si le métier de chef d'entreprise est le plus beau du monde. Je trouve que celui de prof n'est pas mal non plus. Mais il est... ce métier de chef d'entreprise, c'est vrai qu'il est souvent extrêmement critiqué. Et il me semble que c'est tout à fait dommage qu'il soit extrêmement critiqué. Mais parlons de vous. Et ce qui m'a beaucoup frappé, c'est le fait que vous avez l'impression, ou du moins vous donnez l'impression, que finalement, tout le monde est contre vous. De l'URSSAF aux jeunes qui viennent et qui n'ont pas envie de se faire embaucher ou qui traînent les pieds. Et ça, c'est une des caractéristiques des Français. Les Français rouspètent parce qu'ils payent trop d'impôts, mais en même temps parce que la qualité des services publics n'est pas bonne. Que la police est tout le temps là, mais en fait, les conducteurs sont extrêmement mauvais. Que le coût de la vie a trop augmenté avec l'euro, mais que leurs salaires ne sont pas assez élevés. Vous savez bien que à chaque fois, vous avez bien senti qu'à chaque fois, c'est l'antidote, c'est-à-dire que bon. Et donc, au fond, tout le monde rouspète en croyant que soi-même on est bon, mais que c'est de la faute des autres. Est-ce que c'est pas un peu ça que j'ai trouvé dans le livre ? Alors c'est pas vraiment ce que je raconte. J'ai voulu. Il y a une image désastreuse de la fonction de patron aujourd'hui, c'est une réalité. Je suis bien d'accord. Donc j'ai voulu, moi, prendre le temps d'essayer de la combattre. Pour moi, le meilleur moyen de combattre cette image désastreuse, c'est d'expliquer ce que sont vraiment les patrons. 99,9% des entreprises françaises sont des PME. Donc le patron en France, c'est un patron de PME. J'ai voulu expliquer ce qu'est la vie du patron de PME. Sans être larmoyant, vous le voyez, je ne suis pas quelqu'un qui essaye de faire pleurer les autres. J'ai plutôt essayé de les faire rire, mais de leur raconter. Donc c'est une semaine type de patron. Évidemment, donc chaque anecdote est vraie, mais évidemment j'ai triché. Donc j'ai triché sur le temps. Tout a été condensé sur cette semaine type. Mais j'ai voulu raconter ce que l'on vit vraiment, pour que les gens prennent conscience de ce qu'est la vraie vie de patron, très loin de celle que l'on perçoit. Après, je prends le temps aussi de dire qu'il y a des sales types parmi les chefs d'entreprise, des gens qui se comportent mal et qui nous font, nous, beaucoup de mal aussi en tant que chefs d'entreprise, qui sont très très coupables voilà, et qui sont peut-être la cause principale de cette mauvaise image. Et ensuite, je prends le temps aussi d'expliquer que les chefs d'entreprise doivent participer à leur réhabilitation, notamment en rendant leurs salariés heureux, en faisant du bonheur de nos équipes une priorité au quotidien. C'est quelque chose d'important. Le jour où on aura réussi, nous patrons, à prouver qu'on est très concernés par le bonheur de nos équipes, je suis désolé, dans la mesure où effectivement on fait beaucoup d'efforts pour créer de l'emploi, pour créer de la valeur, où on se démène jour et nuit, je pense qu'on sera peut-être un petit peu mieux vu. J'ai voulu de façon optimiste et énergique participer à ma façon à la réhabilitation de la fonction. J'essaie pas de faire pleurer et je dis pas que c'est juste la faute des autres, parce que c'est aussi de notre faute. Alors, moi je suis très contente de voir qu'un jeune dirigeant d'entreprise prend le temps, sur un emploi du temps qui a l'air plus que serré, d'écrire 150 pages, 150 pages sur son métier, parce que ça peut effectivement donner quelque part le goût d'entreprendre, parce que cette quête sur le temps, sur l'efficacité, etc., ça a quelque chose justement de très attractif. Au moins, on n'attend pas que le monde vous tombe sur la tête. Mais d'un autre côté, c'est vrai aussi
qu'on attend d'un patron qu'il arrive à s'organiser de telle sorte qu'il ne soit pas complètement surbooké, parce que si vous ne voyez jamais vos enfants et si vous shootez dans les doudous ou dans les nounours qui sont à la porte, parce que votre femme a oublié d'allumer la lumière, c'est quelque part parce que vous n'êtes pas suffisamment bien organisé. Est-ce que vous connaissez les 3 grands mots de la vie de patron? Le premier, c'est la solitude. Donc c'est pas forcément qu'on a tout le monde contre nous, c'est qu'on n'a pas grand monde avec nous. C'est la solitude du patron qui effectivement doit savoir un petit peu tout faire et qui en réalité ne sait pas tout faire. Un patron ne peut pas être compétent en tout. Donc moi j'ai la chance d'avoir une entreprise de 45 salariés, donc de pouvoir trouver des savoir-faire à côté de moi, déléguer, etc. Mais quand on est patron d'une TPE, d'une très petite entreprise avec pas grand monde autour, c'est très compliqué d'aller trouver du soutien à l'extérieur. Le deuxième grand mal de la vie de patron, c'est le stress. Et le troisième grand mal de la vie de patron, dont se plaignent la plupart des patrons en France, c'est la difficulté de concilier vie privée et vie professionnelle. En réalité, moi, j'essaye de prendre grand soin de ça, mais c'est un vrai souci. Et j'ai voulu, c'est pas du tout un essai autobiographique, j'ai voulu retranscrire à travers ces pages ce que vivent la plupart des patrons. Et ça, c'est une réalité. Alors, c'est vrai, mais vous savez qu'on parle de la solitude du coureur de fond et de la solitude du président de la République. Il est moins seul en ce moment. Oui, sans doute, mais bon, justement... de la difficulté de concilier la vie professionnelle, vous avez sans doute vu que vous adressiez à une femme et que c'est un truc un peu compliqué aussi pour les personnes de sexe féminin. Et le stress, ça fait partie des maladies de base de la société française. Donc en fait, ce qui est sûr, c'est que ce que vivent les patrons, beaucoup d'autres gens les vivent aussi. Et ce qui est intéressant dans votre chronique, c'est qu'au fond, vous montrez qu'un patron est un homme comme un autre, qui vit des choses difficiles, et que peut-être ça peut d'abord diminuer l'agressivité vis-à-vis des patrons, et puis ça montre aussi que c'est le challenge du 21e siècle. C'est tout à fait vrai. Alors si je peux juste compléter votre phrase que je trouve très jolie, un patron est un homme comme les autres, mais avec plus de responsabilités qu'un autre. Et ces responsabilités, peut-être qu'il les a choisies, mais peut-être aussi qu'elles mériteraient un tout petit peu plus de considération. Je crois que ça, c'est une jolie phrase finale. Merci. C'est en effet une phrase finale. Merci à vous, Julien Leclerc, d'être venu dans Le Goût d'entreprendre. Je rappelle que vous êtes le directeur de l'agence de communication Compresse, basée à Stafford et à Paris, il faut le préciser, et que vous êtes donc l'auteur de ce livre, Chronique d'un salaud de patron, paru aux éditions Les Cavaliers de l'Orage. Et blogueur. Et blogueur également, parce que l'histoire continue sur Internet. Voilà, et le livre est en vente aussi sur le blog www.salaudepatron.fr. Ah, merci pour votre publicité, merci. Mais c'est le blog, vous l'alimentez vous-même régulièrement. C'est ça, non, complètement, c'est ça, oui, et les réseaux sociaux aussi autour de ça. Il y a à chaque fois un peu de nouveauté, ça ne s'arrête pas là. Exactement, merci. Eh bien, écoutez, nos auditeurs le retiendront certainement s'ils sont intéressés, donc www.salaudepatron.fr pour répéter l'adresse de votre site internet. Et cette émission est également en vidéo, s'ils ont envie, en plus de mettre un visage sur votre voix et sur vos mots, c'est sur la page Facebook de Radio Présence ou sur le site www.radioprésence.com. Retrouvez cette émission sur décideurenrégion.fr/midi-pyrénées. Le goût d'entreprendre, une émission en partenariat avec la Caisse d'épargne, la Banque des entreprises et des professionnels de Midi-Pyrénées.